Imaginez un peu la scène. Une salle de contrôle, des écrans qui, d'un coup, virent au rouge vif. Le genre d'alerte qui fait monter le pouls de toute l'équipe. Ah oui, la panique. Exactement. Sauf qu'ici, c'est pas un site de e-commerce qui est en train de planter. C'est Eparchimine Flow, Une plateforme de coordination d'urgence médicale. pour 12 millions de personnes. Chaque seconde de latence, c'est potentiellement une vie en jeu. Hélas, ce jour-là, c'est le drame. Un workflow critique est complètement rompu. Oui, une alerte d'infarctus est bloquée, perdue quelque part entre 3 systèmes différents. InfluxDB, MongoDB et Redis. Et chacun avec ses propres problèmes de performance. Le cauchemar absolu. Et ce cauchemar, c'est le point de départ de notre analyse aujourd'hui, une histoire de transformation technologique assez radicale. C'est ça. On part d'un système qui est fragile, hyper complexe, avec 7 bases de données différentes qui essayent de se parler. Et on arrive à une question qui paraît simple, mais qui est redoutable en pratique. C'est la question centrale, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut vraiment résoudre une crise de complexité par une simplification radicale? Hmm. Est-ce que dire on met tout sur un seul système, ici PostgreSQL, c'est une solution miracle? Ou est-ce que ça cache d'autres problèmes? Peut-être même pire. C'est tout l'enjeu. On va donc suivre cette histoire en plusieurs actes. D'abord, le choc des idées, le débat technique qui a mené à cette décision. Ensuite, l'opération de migration, la chirurgie à cœur ouvert. Et enfin, les conséquences. Celles qu'ils attendaient et surtout, celles qu'ils n'avaient absolument pas vues venir. Parfait. Alors, commençons par le début. La crise est là, l'équipe est sous l'eau. Et c'est là qu'arrive un consultant, un certain Denis. Ah, le consultant qui arrive au milieu du chaos. J'imagine la scène. L'équipe qu'il voit débarquer en se disant « encore un qui va nous expliquer la vie ». Exactement. Ils regardent leur diagramme d'architecture qui ressemble à une toile d'araignée et lâchent cette phrase terrible. Vous êtes en train de noyer un incendie avec de l'essence. Ouch. Et sa proposition, elle est perçue comme une hérésie. On arrête tout, on jette cette pile hétérogène et on centralise tout sur PostgreSQL. Je peux imaginer la réaction d'Alex, le responsable infra. Il a dû s'étoffer. Ah oui. Passer de 7 outils spécialisés à un seul généraliste, ça va à l'encontre de tout ce qu'on entend depuis 10 ans. La première objection a dû fuser. Oh que oui. Et ça a déclenché une joute technique passionnante. Premier rang, les données temporelles, évidemment. Alex lui dit, écoute, notre InfluxDB, il avale 1 million de points de données par seconde. Un Postgres classique avec ses index B-tree, il va jamais tenir. C'est une objection solide. L'index va devenir monstrueux, il va manger toute la RAM. C'est exactement son argument. Et c'est là que Denis montre sa maîtrise. Il ne parle pas de Postgres Vanilla. Il parle de Postgres avec l'extension TimescaleDB. Ah, TimescaleDB. Oui, les hypertables qui segmentent les données par le temps. C'est ça. Mais le vrai coup de génie, c'est pas ça. C'est l'indexation. Il propose de remplacer l'index B-tree par un index brun. Un index brun. Moins connu, ça? C'est quoi l'avantage ici? Un index BRIN, il est beaucoup plus léger. Il ne stocke pas une référence pour chaque ligne, mais juste les valeurs min et max pour de grands blocs de données. D'accord. Mais ça ne marche que si les données sont bien ordonnées physiquement sur le disque, non? Exactement. C'est l'objection d'Alex. Et Denis rétorque que les données médicales, par nature, elles arrivent avec un timestamp. Elles sont donc naturellement ordonnées. Et le résultat? Spectaculaire. Un index de quelques mégaoctets pour des téraoctets de données. Le problème de la RAM était réglé. Malin. Très malin. Point pour Denis. Mais ça ne règle qu'un seul problème. Sarah, l'architecte, elle a dû enchaîner, non? Bien sûr, deuxième round, la migration. Voilà. Comment on migre 12 téraoctets de données en production? On peut pas juste dire on coupe tout pendant 3 jours. C'est impossible. C'est ce qu'elle lui dit. Et là encore, la solution, c'est pas un Big Bang. C'est une approche progressive. D'abord, il propose d'utiliser un Foreign Data Wrapper. C'est une sorte de connecteur. C'est ça. Ça permet à PostgreSQL de voir les données dans MongoDB comme si c'était une table locale. On peut commencer à faire des requêtes sans avoir encore migré un seul octet. D'accord. C'est une première étape. Mais les données sont toujours dans l'ancien système. Comment on les déplace vraiment? C'est là que le deuxième outil entre en jeu, un pipeline de réplication logique. Avec Debezium, par exemple, il se branche sur MongoDB, il capture tous les changements en temps réel et il les applique par petits lots dans PostgreSQL. Donc une migration continue, en parallèle, sans interruption majeure. Pas mal. Et sans saturer le réseau. Ok, on arrive au troisième point. Un argument classique pro-MongoDB, la flexibilité. Évidemment. Alex a dû défendre ça.
La capacité d'ajouter des champs au dossier patient sans faire un alter table bloquant sur PostgreSQL, ce qui est un cauchemar en prod. C'était l'objection suivante, oui. Et la réponse de Denis, c'est le type de données JSON-B. Le JSON-B natif de PostgreSQL. Exactement. Il permet de stocker des documents JSON flexibles, comme dans MongoDB, mais avec deux avantages énormes. Lesquels? Premièrement, on peut créer des index JIN ultra performants pour chercher à l'intérieur de ces documents. Et deuxièmement, on a toute la robustesse transactionnelle acide de PostgreSQL. La flexibilité du NoSQL avec la fiabilité du SQL. Tu as tout compris. Ok, on a le temps, la migration, la flexibilité, mais il reste les files d'attente. Il devait utiliser un truc comme Kafka pour gérer les événements, non? Remplacer ça par une base de données, c'est un peu un anti-pattern. C'est mot pour mot ce qu'Alex a dit. On ne remplace pas un bus d'événements par une base de données. Et alors? La réponse de Denis a été nuancée. Il n'a pas dit qu'il fallait tout jeter. Kafka reste la meilleure solution pour du très haut débit. Mais pour plein de flux internes, où la latence entre l'écriture dans Kafka et la lecture dans la base est un problème, Postgres a une solution simple, select. For, update, skip, locked. Ah oui, le locking de ligne. C'est ça. Ça permet à plusieurs services de piocher des tâches dans une table sans jamais prendre la même, de manière transactionnelle. Ça élimine un composant et ça élimine de la latence. D'accord, d'accord. Il a réponse à tout, le garçon. Mais il reste l'argument massu, celui de l'architecte Sarah. Le point de défaillance unique. Évidemment, si ce super Postgres unifié tombe, tout s'arrête. C'est l'arrêt cardiaque du système. Le risque est énorme. C'est l'argument final, le final boss. Et la réponse de Denis a été implacable. Il a dit « Votre système est déjà en arrêt cardiaque fonctionnel dès qu'un seul de vos 7 composants ralentit. » C'est pas faux? Il a ajouté « Vous passez votre temps à courir d'un micro-incendie à l'autre. » Il a expliqué qu'un cluster PostgreSQL bien configuré, avec réplication synchrone et asynchrone, offre une disponibilité bien supérieure. Et il a conclu avec une métaphore, j'imagine. Celle qui a tout changé. Il a demandé « Vous préférez gérer une forteresse bien défendue ou 7 cabanes dont les portes sont grandes ouvertes ?» Et là, difficile de répondre autre chose. C'est une image incroyablement puissante. Et je suppose que ça a convaincu Sarah. Ça a tout débloqué. La décision est prise. Il se lance dans la migration. Et cette nuit de migration, ça a dû être quelque chose. Extrêmement tendu. Il y a eu un moment critique. 90 secondes lors de la création des index JIN sur les 12 téraoctets de JSON-B. Le réseau était à 85%. Toute l'équipe retenait son souffle. Si ça lâche à ce moment... Le retour en arrière est un cauchemar. Mais ça a tenu. Ouf, j'imagine le soulagement enfin. La crise est finie. Ou pas. Ils ont eu à peine le temps de souffler. Pendant un jour ou deux, tout était parfait. L'équipe se sentait invincible. Et puis, une nouvelle crise frappe. Non... Si, totalement imprévu. Une tempête magnétique qui perturbe les signaux GPS. Et alors? Quel rapport? Le système de routage des drones médicaux, qui dépendait de ces signaux, est devenu complètement inutilisable. C'était l'épreuve du feu pour la nouvelle plateforme. C'est là que la promesse de simplification devait se vérifier, ou s'effondrer. C'est là que la magie a opéré. Denis, sans paniquer, a juste activé PostGIS. L'extension géospatiale de PostgreSQL. Exactement. Il a créé un index sur les dernières coordonnées connues des drones. La requête pour trouver le drone le plus proche, qui prenait 1,2 secondes avant, est passée à moins de 50 millisecondes. Entièrement dans la base de données. Voilà. Attends, c'est ça qui est dingue. PostGIS, c'est pas une base à part. C'est juste un plugin qu'ils ont activé sur leur base existante. C'est exactement ça. Et c'est toute la philosophie de PostgreSQL, un noyau solide sur lequel tu branches des outils spécialisés. C'est un nouvel outil sur ton établi. Et c'est pas fini. Ils avaient un autre problème. Une IA qui hallucinait en recommandant des protocoles parce que ses données sur les stocks de médicaments n'étaient plus à jour. Un autre problème de synchron entre deux systèmes, je parie. Précisément. Denis active une autre extension, pgvector. Il crée des embeddings, des représentations vectorielles, des protocoles et les stocke directement à côté des données de stock en temps réel. L'IA pouvait maintenant chercher sur des données ultra fraîches. Les hallucinations cessaient. Les résultats ont dû être spectaculaires. Vertigineux. Latence globale divisée par 8. Trafic réseau réduit de 65%. Coût total estimé en baisse de 40%.
La victoire était telle qu'un nouveau mantra a été affiché au mur. Lequel? Pour le cœur métier, commence par PostgreSQL. Prouve-moi que tu as besoin d'autre chose. À ce moment-là, il pensait avoir gagné pour de bon. Le mot-clé est pensée, j'imagine. Ce serait trop beau. Bien sûr. La victoire a duré 48 heures. Sérieusement. Quelques jours plus tard, nouvelle panne. Pire que la première. Le chaos est de retour. La base refuse 80% des connexions, les temps de réponse explosent, le CPU du nœud principal bloqué à 100%. La forteresse effondrait de l'intérieur. Mais comment? Qu'est-ce qui a bien pu la mettre à terre alors que tout semblait si robuste? Le diagnostic a été rapide et très douloureux. La cause, un nouveau module de facturation mis en production le matin même. D'accord. Il contenait une seule requête, mais une requête conçue par une équipe qui ne maîtrisait pas la puissance du nouveau système. Et cette requête? Elle faisait des jointures massives entre les données temporelles et les documents JSONB. C'était l'équivalent de demander au système de lire toute l'encyclopédie pour trouver une seule date. Elle a littéralement asphyxié le serveur. Ah. Donc la complexité n'avait pas disparu, elle avait juste changé de place. C'est ça. Elle n'était plus visible dans l'architecture, elle était cachée dans une seule ligne de code SQL. Tu as parfaitement résumé. Ils ont troqué une complexité externe et visible contre une complexité interne et cachée. Et là, l'équipe a une prise de conscience brutale. Ils ont misé toute l'entreprise sur un outil surpuissant, mais qu'ils ne savaient pas piloter. La fameuse phrase sur le mur leur a paru soudain terriblement naïve. Complètement. Ils ont donc rappelé Denis en urgence. J'imagine qu'il est revenu pour jouer les pompiers une seconde fois. Il est revenu, oui, mais cette fois, pas pour sauver, pour enseigner. Son diagnostic a été sans appel. Vous avez migré la technologie, mais pas la discipline. Et il a transformé la résolution de crise en formation. En masterclass en temps réel, il a expliqué chaque action, une par une. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce qu'il a fait? D'abord, le partitionnement. Il leur a dit que partitionner par le temps, c'était bien, mais pour la facturation, il fallait aussi partitionner par Patient ID. Pour que la base puisse ignorer 99% des données tout de suite. Exactement, au lieu de tout scanner. Attends, je veux être sûr de comprendre. Ils avaient déjà un partitionnement avec TimescaleDB. Pourquoi en ajouter un autre? C'est pas redondant? C'est une excellente question. Le premier, par le temps, est horizontal. Le second, par Patient ID, c'est comme un sharding logique à l'intérieur de chaque tranche de temps. D'accord, pour isoler les données par patient. Plus clair. Étape 2. L'indexation. Il a créé des index beaucoup plus spécifiques. Un index sur un chemin précis dans le JSONB des factures, un index BRIN Composite, des outils de précision chirurgicale. Et ça a suffi? Pas entièrement. La requête était encore trop lourde. Il a donc introduit les vues matérialisées. C'est-à-dire? Puisque la facturation n'a pas besoin d'être à la milliseconde près, il a créé un snapshot, un résumé des données, rafraîchi toutes les heures. Le module de facturation interroge ce résumé, qui est beaucoup plus petit. Une sorte de cache, mais géré directement par la base. Brillant. Il restait un dernier problème. Oui, le dernier point. L'application ouvrait une nouvelle connexion à la base pour chaque micro-requête, ce qui saturait le système. Il a mis en place PG Bouncer. Un pooleur de connexion? C'est ça, pour gérer un pool de connexion persistante. Un changement simple qui a tout de suite soulagé la base. Et le résultat de tout ça? En moins de 2 heures, sans interrompre le service, le système était de nouveau stable. Le CPU est passé de 100% à moins de 15%. La crise était finie. Pour de bon cette fois. Oui, Denis a accepté de rester comme formateur. Et sa première action, ça a été de prendre un marqueur et de modifier le mantra sur le mur. Ah, ok. Sous « Pour le cœur métier commence par PostgreSQL », il a ajouté en lettres capitales « Avec un grand pouvoir vient une grande requête optimisée ». J'adore. Sa conclusion résume tout. Il a dit à l'équipe « Postgre n'est pas une baguette magique, c'est un établi d'artisans. Je vous ai montré comment le construire, maintenant je vais vous apprendre à y sculpter. » Cette phrase, c'est un établi d'artisans, elle résonne vraiment. On voit tellement d'équipes adopter un outil puissant en pensant que c'est la solution miracle. La baguette magique, oui. Mais l'outil, il ne fait qu'amplifier ce qui existe déjà. Si la discipline n'est pas là, il amplifie le chaos. Il n'élimine pas le besoin de compétences, il en exige encore plus. C'est la grande leçon de cette histoire, en fait. On passe du chaos distribué à l'illusion de la simplicité unifiée pour finalement comprendre que la vraie solution, c'est la maîtrise de l'artisan. Ce qui nous amène à une réflexion finale. On présente souvent l'unification technologique comme un but en soi.
La simplification ultime. Mais si en réalité, ça ne faisait que déplacer le problème? C'est la question qui reste en suspens. On passe d'une complexité d'architecture qui est externe, visible, à une complexité de savoir-faire qui est interne, humaine et bien plus difficile à mesurer. Et on peut se demander, Est-ce que la dette technique la plus dangereuse n'est pas, au fond, une dette de formation?